Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4, Francis Gavel au micro. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Alors petite info concert, comme pour ce coup-ci aussi. Alors juste pour Mélanie Pain en fait, donc qui sera au Café de la Danse, donc dans le 11e à Paris. Alors on a encore le temps, c'est le 1er février 2017. Voilà, c'était la première demi-heure de Longtemps je me suis couché de bonne heure. Une programmation musicale comme toujours sur l'antenne de Radio Libertaire, branchée dans l'air du temps. Et bien maintenant on va retrouver effectivement, comme je l'annonçais, le comité de rédaction des Fiches du cinéma, mené comme toujours par Thomas Fouet. Bonsoir Thomas. Bonsoir Francis. Et vous allez nous évoquer bien une certaine actualité cinématographique des sorties salles. Absolument, merci Francis. Je m'empresse donc avant toute chose de vous présenter mes compagnons de fortune qui ce soir représentent la rédaction des Fiches du cinéma. Parmi nous donc l'inaltérable Gaël Rère. Bonsoir Gaël. Bonsoir Thomas. Face à lui l'inoxydable Gilles Tourmont. Bonsoir Gilles. Bonsoir Thomas. Et pour sa deuxième apparition parmi nous, la déjà incontournable Julie Loncin que nous sommes ravis de retrouver. Bonsoir Julie. Bonsoir Thomas. Nous sommes donc le 29 octobre 2016 et les présidentielles c'est dans un peu plus de 6 mois. Il vous reste donc encore un peu de temps pour profiter de vos acquis sociaux, planquer quelques économies dans la doublure de l'édredon et pourquoi pas aller au cinéma. Nous allons donc ce soir nous efforcer de vous y encourager. Pour cette table ronde consacrée à l'actualité des sorties en salle, nous irons loin, dans le temps comme dans l'espace, au chevet du roi Soleil, dans le Dublin des années 80, mais aussi plus près de nous, dans des territoires peu ou mal foulés d'ordinaire par le cinéma français. Je voulais me faire un petit plaisir et commencer cette heure et demie de débat par une citation de Godard. D'abord parce que ça mange pas de pain, et puis ensuite c'est toujours l'occasion de dire quelque chose d'intelligent. C'est normal que le public aime mieux la télé. Il est en prison. En prison, on préfère la télé plutôt que de sortir au réfectoire voir un film une fois par semaine. On n'a pas forcément envie d'être avec tous les autres prisonniers. C'était donc dans un entretien accordé aux Inrecuptibles en 1993, à l'époque de la sortie de Hélas pour moi. Le message de la soirée, ce sera donc que la télé, c'est très bien, la tablette tactile aussi, mais le cinéma en salle, c'est pas non plus dégueulasse. Sans transition, nous entrons dans le vif du débat. Été 1715, le roi se meurt, les médecins se succèdent à son chevet, mais rien n'y fait. De cette interminable agonie avec, dans le rôle du roi Soleil, l'immense Jean-Pierre Léaud, le cinéaste espagnol Albert Serra a fait le sujet de son nouveau film, sobrement intitulé La mort de Louis XIV, et qui sera en salle dès mercredi prochain. Je me permets de vous lire un petit extrait d'une critique rédigée par notre camarade, compatriote, collègue Roland Hélier. Au milieu de cet étrange huis clos, effondré dans les oreillers, la tête du roi, son regard sur tout, ce qu'il peut rester de lumière dans son iris, semble former tout à la fois le noyau du plan et donner le la du balai funèbre qui évolue en orbite autour de lui. Comme si ce qu'on appelle ordinairement la sphère du pouvoir s'était maintenue recroquevillée en un simple point, un point nodal en quelque sorte, une sphère assiégée par la mort. Alors cette agonie, messieurs, mademoiselle, est-elle aussi interminable pour nous qu'elle le fut pour ce bon vieux Louis ? Interminable, sûrement pas. Parce que moi, le premier étonné, c'est mon premier Albert Serra. Et alors la réputation du cinéaste portugais, ça, je dis pas de bêtises. Espagnol. Espagnol, catalan. Première bêtise de la soirée, ce sera pas la dernière. C'était ouais, c'est beau, mais c'est chiant. Bon, une réputation relativement austère, ouais. Effectivement. Ce film n'est pas chiant du tout. N'est pas ennuyeux pour parler correctement du tout. Tout est passionnant dans ce film. La photo est passionnante. Les cadres sont exceptionnels. Chaque mouvement de caméra est juste. Léo est au-delà du... Honnêtement, c'est vraiment pas pour en faire des caisses, etc. Je trouve que Léo, il est sublime dans ce film. C'est-à-dire qu'il a à la fois ce côté enfant d'une personne qui est très âgée, qui est douloureuse, etc., qui appelle son valet, il veut de l'eau, mais il veut de l'eau dans son verre en cristal, etc. Il y a quelque chose d'enfantin aussi, peut-être, parce qu'il a eu l'habitude d'être assisté, d'être bardé de conseillers, de médecins. Et en même temps, c'était, tu vois, le pouvoir absolu, l'état c'est moi, etc. Donc ce retour aux terreurs nocturnes, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement touchant, et en même temps, c'est quelque chose qui nous touche tous. Quelqu'un de très très âgé, de malade, etc. On retrouve on peut retrouver en tout cas cette chose-là, et en même temps une dignité, une beauté, une noblesse sans jeu de mots, enfin je veux dire quelque chose de très fort qui se dégage de lui. Le moindre geste maintenant prend une dimension. Évidemment c'est parce que c'est le roi, mais en même temps c'est parce que ses jours sont comptés, c'est-à-dire que la cour, le valet, etc. regarde le roi comme au fond on devrait regarder toujours les derniers jours des vieux, quoi. C'est-à-dire que
tout est précieux. Comme tu sais, quand les petits ont dit ce jour-là, il a commencé à marcher, ce jour-là, il a commencé à... Tout est précieux. Et ben, on dirait qu'on retrouve ce côté, cette espèce de joyau existentiel à la fin. Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce que machin? Est-ce qu'il s'est retourné dans son lit? Il a mis sa perruque, etc. Et alors, il y a quelque chose qui est assez bouleversant. Alors, ce mot est tellement galvaudé. Jean-Pierre Léaud, il est apparu, il avait 14 ans. C'est-à-dire que dans ce visage du roi, il y a le visage d'Antoine Doinel. Il y a quelque chose d'indicible, quelque chose d'extraordinaire. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du cinéma. Il avait 14 ans et là, il a 1000 ans. Ça aurait pu être une palme d'or. C'est un des plus beaux films de l'année. Voilà, moi j'ai rien de... Julie. Je suis d'accord, je trouve que c'est un film très impressionnant, très beau visuellement, et puis le travail sur le son aussi est extraordinaire. C'est toute une atmosphère qui est créée, très feutrée, très intime, avec le chant des oiseaux, les petits détails, la mouche autour de sa jambe gangrénée. Le chant des oiseaux, oui. qui se trouve être le titre d'un des films précédents d'Albert Serra. Oui. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et justement, le fait qu'il n'y a pas du tout de musique, à part juste une scène où il y a la messe en ut de Mozart qui est absolument magnifique. Sur une scène de dégustation de biscottin. Oui. Le biscottin. Si vous voulez savoir ce qu'est un biscottin, nous vous invitons à voir le film. Je t'en prie, Julie, poursuis. Oui, et puis je trouve que il y a en même temps... Tout ce côté, les chamailleries des médecins autour du roi, et c'est en même temps très sincère. Il s'intéresse vraiment. Le valet s'inquiète vraiment de l'alimentation du roi, ce qu'il faudrait faire pour qu'il soit le mieux possible. Et c'est très touchant et très fort. C'est là qu'on sent qu'il y a quelques siècles de médecine qui sont passés par là, parce qu'on en discutait à l'occasion de la préparation de l'émission, quand la jambe commence à se gangréler de taches noires. Et que le médecin se dit ça va passer. À mon avis, ce n'est pas la gangrène, pas d'inquiétude. Gilles, es-tu sur le même axe que tes camarades? Plus que ça. Pour moi, ce film rappelle que le cinéma, c'est d'abord un art. Et quand on veut se donner la peine, il est là pour nous amener à la fois nous questionner et aller au-delà par l'esthétique du monde réel. J'ai trouvé ça extraordinaire. Si vous allez le voir, et je vous conseille d'aller le voir, observez les cadres. Vous verrez combien de fois le corps du roi est à l'horizontale et derrière, toutes les lignes sont en verticale. C'est-à-dire que l'espace est occupé de façon géométrique, de manière absolument fantastique. On a celui qui est en train de mourir et derrière toute l'élévation de ce qui attend. Nous avons aussi... Alors, il y a 2 moments de musique. Il y en a un qui est très beau avec la musique de Saint-Louis, avec les hautbois qui arrivent comme ça d'un seul coup, et il y a Jean-Pierre Léaud qui nous regarde et qui regarde le public, et là d'un seul coup on est saisi à la fois par le regard de Léaud, par cette musique qui arrive, et on n'ose plus bouger du fauteuil, quoi. Il s'adresse à nous, il sort. Et on a parlé de Jean-Pierre Léaud, moi je voudrais parler de Patrick Dassoumsao, que je trouve magnifique dans ce film, qui est d'une retenue, d'une douceur, y compris dans sa rouerie vis-à-vis du médecin qui monte de Marseille, puisque comme l'a dit Julie, il y a un regard sur la guerre des médecines, entre la médecine naturelle qu'il représente et la médecine traditionnelle que représente Patrick Dassoumsao. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est j'ai pas pu m'empêcher de penser à Pompidou et à Mitterrand, et notamment Mitterrand qui, avec Gubler, avait ce médecin qui le soignait et qui a eu aussi son heure de gloire, et qui a été poursuivi par les médecins traditionnels qui ont fini par dire c'est lui qui a tué Mitterrand. Et ce que ça interroge, que je trouve très beau, c'est qu'est-ce qu'une fin de règne? Comment se conduisent, aujourd'hui on dirait les ministres, à l'époque c'est les courtisans, devant celui qui fut si grand, qui est en train de mourir. On les voit se défiler déjà vers le régent en faisant semblant de continuer de vénérer le roi qui demande je crois que c'est Madame de Maintenon, mais il m'aime encore, et elle qui répond mais oui bien sûr vous êtes leur maître. Je trouve que tout est dit dans cette phrase-là, le côté risible, le côté humain, le côté pitoyable. C'est vraiment un film d'art, c'est un film extraordinaire et qui va au-delà de l'image. Bien, merci. Je crois que tout est dit. Si vous n'avez pas compris, chers auditeurs, qu'il faut aller voir dès mercredi prochain en salle La mort de Louis XIV, c'est que nous n'avons pas dignement assumé notre fils. J'en profite pour vous signaler que La mort de Louis XIV figure en très bonne place, c'est l'instant publicité, dans le 2e numéro de Capsule, la revue que les fiches du cinéma consacrent aux 50 meilleurs films de l'année et qui sera dès fin novembre dans toutes les bonnes librairies. Une revue dans laquelle figure par ailleurs un article brillant
Un travail de connaisseur, aussi avisé que sensible, sur le cinéma d'animation. L'œuvre de Francis Gavel, pour ne pas le nommer. Vous savez comment sont les journalistes, tout dans le copinage et l'autopromo. On compte donc sur vous pour vous ruer dans les librairies. Et je vous propose dès à présent que, afin de mieux introduire l'évocation du prochain film, nous nous retrouvions après une courte pause musicale. Retour sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Thomas Faux au micro, en compagnie toujours de l'équipe des Fiches du cinéma. Et à l'instant, nous écoutions donc In Between Days de The Cure, qui figure sur la bande originale du film dont nous allons parler à présent. Des coupes de cheveux non homologuées, des assortiments vestimentaires pour le moins contestables, on n'en finira donc jamais avec les années 80 que ressuscite John Carney dans son 3e long métrage, Sing Street, en salle depuis le 26 octobre. Le film chronique dans le Dublin de 1985 la formation par quelques collégiens d'un groupe de rock, par amour de la musique évidemment, mais aussi, c'est bien connu, pour séduire les filles. Si le principe était de redonner vie à un vieil adolescent de 35 ans, de former un groupe de rock, lui qui n'a jamais appris à jouer de sa guitare, alors en ce qui me concerne, c'est très réussi. Deux précisions toutefois avant de vous donner la parole. Dans l'annonce qu'il rédige pour recruter les musiciens, le groupe indique vouloir faire une musique évoquant Duran Duran et Dépêche Mode. Ça n'a strictement rien à voir, ça va bientôt faire 20 ans que je me tue à le dire. Duran Duran et Margaret Thatcher étant deux des pires choses qui soient arrivées à la Grande-Bretagne. Et par ailleurs, le film est très juste lorsqu'il démontre qu'on reconnaît un ringard à ce qu'il écoute du Genesis. J'espère n'avoir offensé les goûts de personne. Période Phil Collins. Et si c'est le cas, je m'en excuse ou pas. Qu'en avez-vous pensé? Période Phil Collins, parce que la période... Bon. Résultat, je prends la parole. C'est un film qui est très frais, très agréable. Ce sont quand même des qualités, finalement. Ma foi, oui. Il y a un petit côté
Je me demande si tu vas utiliser l'expression feel good movie qui a l'air d'agacer. Alors non, tu profondément. vois, je m'auto-censure parce que sinon je vais me prendre un coup de parapluie. Alors si ce n'est pas un feel good movie, c'est un film qui fait se sentir bien, j'ai envie de te dire. Comment dirais-je, il y a un petit côté commitments du pauvre, si je suis méchant, c'est-à-dire ça, c'est l'Irlande prolo, fauché, avec un côté ironique, jamais méchant, bienveillant, etc., un côté chaleureux et tout. Après, il n'y a pas l'épaisseur en termes de personnages qu'il y a dans le film de Alan Parker, j'espère que je dis pas de bêtises. Bon, il y a beaucoup de charme, c'est vraiment le hold-up, quoi. Les chansons, t'es obligé d'aimer, quoi. Je veux dire, il tourne des clips, comment il réunit les membres de son groupe, etc. Quand il découvre, parce que l'argument c'est un jeune qui est, ma foi, classe moyenne, comme il faut, etc. Et déclassement social, ils ont plus de pognon et tout, donc ils le changent d'établissement et ils le mettent chez les frères chrétiens où c'est taloche, harcèlement et j'achète des Mars le midi à la cantine. Donc très honnêtement, alors si on est mal luné, on peut tout à fait être irrité en disant je n'ai pas envie de me sentir bien, etc. Si on se laisse faire, c'est tout à fait plaisant. Voilà. Julie, Gilles qui veut enchaîner. Oui, juste pour rappeler une petite chose, ça se passe en Irlande. Ce qui est important, non justement ça n'a pas été dit, ça se passe en Irlande, donc l'air, ce qui est important parce qu'en face il y a l'Angleterre et ils rêvent de l'Angleterre comme si c'était l'Amérique. Que l'on peut voir par temps clair. Voilà, et ça c'est intéressant. Alors effectivement, Gaël a bien soulevé le constat social, et ça c'est intéressant dans un film comme celui-là, même s'il est discret. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le côté je me sens bien dans un film, c'est qu'on sort là aussi des poncifs. C'est-à-dire qu'on a deux frères qui s'aiment, qui se soutiennent. Je trouve que les phrases du grand frère d'ailleurs, qui renvoie plus à lui-même, la façon de regarder, comme a rappelé Thomas sur Genesis, les phrases qu'il envoie sont d'une drôlerie irrésistible. Les frères s'aiment, les enfants aiment les parents. Et ça fait du bien de montrer que on n'est pas forcément adolescent contre ses parents. On peut avoir des différends et se construire dans l'atmosphère familiale, même si elle se délite. C'est donc la bienveillance qui te touche avant tout. Oui, non, on sort du pensif, quoi. C'est que les adolescents, c'est pas toujours des gens qui sont en révolte contre leur famille, qui sont en révolte entre eux. Et l'histoire d'amour que j'ai trouvée très jolie, c'est pareil. Ils tombent amoureux, mais ils se sautent pas dessus. C'est-à-dire qu'ils coucheront jamais ensemble. Alors ça peut faire ringard, mais de temps en temps montrer aussi que des adolescents peuvent penser aux sentiments et à la construction avant d'aller au lit, je trouve que c'est pas inintéressant. C'est un regard original. Si on voyait que ça, bien sûr, je dirais l'inverse. Mais là, en l'occurrence, comme c'est rare, je trouve que c'était une très jolie sortie des poncifs, voilà. Et en même temps, tout le processus créatif est bien montré, comment on crée une chanson, comment on la met en musique, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais voilà, c'est pour ça que je suis exactement sur la même ligne, à la même longueur d'onde que Gaël. Julie, ce n'est donc pas un feel-good movie, mais un film qui fait se sentir bien. Non, mais l'expression m'énerve, mais si, c'est un feel-good movie, hein, c'est juste, effectivement. Et oui, j'ai passé un très bon moment, je trouve que c'est un film très sympathique, que les comédiens sont très bien, que c'est dynamique, quoi, on a envie de... Mais alors moi, ma réserve, c'est que je trouve que c'est un peu gentil, enfin que justement le côté social qui effleure juste sans vraiment y toucher, enfin l'école qui est censée être une école quand même assez hard, finalement tout s'arrange assez facilement à chaque fois. Bon après, c'est un film qui reste positif, donc c'est aussi ce qui fait le charme du film. Et puis j'aime aussi la fin. Je trouve que ça s'arrête au bon moment, que ça a un côté très satisfaisant. Il y a un élan, mais ça reste crédible, quoi. Voilà, on n'est pas, on y croit, quoi. Voilà. Donc oui, moi j'aime beaucoup ce film. Je le trouve très bien. Et puis il y a ce moment à la fin où le bateau arrive. Moi, ça m'a rappelé à Marcor. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ah oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé. On vous rappelle donc que le film est en salle depuis mercredi dernier, 26 octobre. Et sans transition, comme promis dans notre introduction, nous faisons un saut dans le temps et dans l'espace. On parle beaucoup ces temps-ci des territoires perdus de la République. Alors il faut se méfier des formules toutes faites, évidemment, d'autant plus qu'à voir Swagger, le film d'Olivier Babinet, on se demande qui est le plus à plaindre, la République ou les territoires en question. Tant les portraits dressés dans Swagger, justement, entre le nez et Sevran, ont de quoi donner de l'espoir pour l'avenir.
soutenir. Le cinéaste a donc recueilli dans le film la parole d'une dizaine de collégiens, en s'attachant par ailleurs, dans une forme plutôt étonnante, à mettre en scène leurs rêves, leurs fantasmes. Je précise que le film qui était programmé cette année à la CID au Festival de Cannes sera en salle le 16 novembre prochain. Gilles. Ah, moi, alors là, c'est le film prioritaire. Je te donne la parole car je connais ton enthousiasme. Ah oui, moi c'est le film absolument prioritaire quand on a un minimum de conscience citoyenne, quand on a un minimum d'empathie pour son prochain, quand on a un minimum de colère contre ceux qui nous gouvernent et qui nous invitent à la haine de l'autre. Il faut foncer voir ce film, il faut le soutenir. Il est drôle, il est bien fait. Il se trouve que je suis né à Aulnay-sous-Bois où ça se passe et j'y ai grandi. J'ai donc vu cette ville se transformer. On avait toujours, nous, parce que j'habitais la partie pavillonnaire, des échos déjà désagréables sur ce que représentaient ces cités, et le regard qui est posé sur ces jeunes, non seulement il fait du bien, mais en même temps il rend heureux et on est fiers. C'est-à-dire, moi j'ai envie de dire à ces jeunes qui ont fait ce film, soyez fiers d'être qui vous êtes. Vous êtes notre avenir, vous êtes déjà notre avenir de demain, et grâce à vous, je suis heureux. Je sais que si le jour où je mourrai tranquille de savoir que c'est vous qui me succéderez. Vous êtes magnifiques, ils sont drôles, ils ont un français formidable quand ils s'expriment. Je sais que Gaël va vous en parler tout à l'heure. Il y a des phrases à mourir de rire. Il y en a un qui est magnifique, qui part à Paris, il a jamais vu de français blanc. Et il revient en disant, mais j'ai vu des blancs à Paris, moi je les considère comme des personnes normales. Je trouve ça, mais ça nous renvoie à nous-mêmes, un contre-miroir que je trouve sidérant et édifiant. C'est un film citoyen, c'est un film salvateur, c'est un film salutaire, c'est un documentaire qui en plus est d'une beauté esthétique, d'une beauté plastique hors norme pour un documentaire. Il faut y aller, il faut le soutenir. Ce sera votre façon à tous de dire merde à tous ceux qui nous gouvernent actuellement. Alors, Gilles, tu évoquais la langue très précise, inspirée, très singulière de certains de ces jeunes qu'a filmé donc Olivier Babinet. Et il y a notamment une petite fille, elle a 11 ans, 12 ans peut-être, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais à un moment donné, elle part dans une diatribe. Il y est question de Mickey. Est-ce que tu veux bien nous en lire un extrait pour qu'on prenne un peu la mesure du génie de cette gamine et pour vous donner envie d'aller voir le film? Avec grand plaisir. Elle s'appelle Naïla, elle veut être architecte, et elle dit ceci: Mickey, il a pris une potion magique pour grandir. Après, quand il a adopté son chien, il s'est dit pourquoi pas, je vais dévaster le monde. Après, il a dit, je vais passer dans un dessin animé pour faire croire que je suis gentil et tout ça. Comme ça, les enfants, ils vont bien l'aimer. Et quand ils vont le voir, ils vont faire Mickey. Après, il va les prendre avec eux, il va leur couper la tête. Après, quand il va leur couper la tête, eh ben, il va tuer les parents. Comme ça, après, il n'y a plus personne sur la terre. Et comme ça, tout le monde meurt. Et comme ça, c'est lui qui règne sur le monde. C'est incroyable. Le génie de cette gamine. Bon. Écoute, j'ai rien à ajouter. Julie, est-ce que tu veux réagir sur Swagger? Qu'en as-tu pensé? Je suis d'accord, je trouve que c'est des gamins incroyables, enfin ils sont super. Décidément. C'est des portraits. Quelle soirée sur Radio Libertaire. Il faut tout voir. Moi j'étais pas toujours convaincue par la forme, je trouvais que c'était parfois un peu maladroit. Voilà, tu évoquais certaines réserves sur la forme, je crois que Gaël on parlait du fait sur ce que tu vas dire. Que quand un des enfants parle, les autres réagissent comme il y a des sortes d'effets de dialogue, de montage, comme s'ils s'écoutaient, ils réagissaient à ce qu'ils disaient les uns les autres, alors que en réalité ils sont pas au même endroit, ils réagissent pas à la même chose, et du coup c'est c'était les réserves de Gaël et de Thomas. Moi je trouvais que c'était assez beau. Mais bon, je comprends que ça puisse gêner puisque effectivement, ils réagissent pas à ce qu'ils entendent. Mais du coup, ça donne quelque chose d'assez surprenant et d'assez fort, je trouve, d'assez beau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose. Mais alors là, vraiment, on pinaille. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'un petit vol. C'est-à-dire que le regard du gamin, en fait, il regarde pas la fille puisque il était seul face caméra. Donc ça ne se passe pas au même moment et au même endroit. Ceci étant dit, c'est explicite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute. C'est-à-dire ça donne une fluidité, c'est extrêmement bien fait par contre, c'est-à-dire les axes de regard, etc. Ça donne une fluidité, donc vraiment c'est pour le plaisir de pinailler, quoi, hein, mais parce que vous avez compris, il faut y aller. Gilles, un dernier mot. Oui, juste pour dire que je suis d'accord avec Julie, pour moi non seulement ça donne du rythme, mais au final, ça montre qu'ils sont tous dans le même groupe. C'est-à-dire que même quand ils ne parlent pas, ils pensent et disent la même chose. Ils sont, ça donne une unité à l'ensemble. Qu'ils parlent ou pas, ils sont ensemble. C'est ça que j'ai aimé dans ces montages-là. Merci bien. Je vous propose maintenant que l'on fasse une nouvelle pause musicale. Nous allons retourner brièvement en 1985. Emmanuel Macron porte encore des culottes courtes et il ne fait de tort à personne. Peut-être a-t-il encore une âme d'ailleurs. Et à la radio, avec un peu de chance, vous pouvez entendre ceci.
De retour sur les ondes de Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4. Vous écoutez toujours Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Thomas Fou au micro, en compagnie donc de la merveilleuse équipe des Fiches du cinéma. Et à l'instant, nous écoutions donc Just Like Honey de The Jesus and Mary Chain, l'ouverture de leur premier album Psycho Candy. On était donc revenu dans les années 80, en 1985 précisément. Sans transition, nous ne sommes plus dans les années 80, encore que les choses ont-elles changé. Moi, Daniel Blake, c'est le nouveau film de Ken Loach, Palme d'Or du dernier festival de Cannes. C'est le deuxième du cinéaste après Le Vent se lève, et le film est en salle depuis le 26 octobre. En quelques mots, Daniel Blake, veuf, 59 ans, menuisier de profession, a été victime d'une crise cardiaque depuis, à la suite d'un improbable imbroglio administratif, conséquence de la désorganisation plus ou moins volontaire des services sociaux britanniques. Il cherche à obtenir une indemnisation qu'on lui refuse. Dans les locaux d'une agence pour l'emploi, il rencontre Katie, une mère élevant seule ses enfants et faisant face, elle aussi, à des difficultés financières et administratives. Alors, avec Ken Loach, le problème est toujours le même, à moins d'être farouchement de droite, ce qu'on ne vous souhaite pas, car c'est une vilaine manie. On ne peut qu'être d'accord avec le constat dressé par le cinéaste. Mais que vaut le film lui-même ? Qui veut ouvrir les hostilités ? S'il s'agit d'hostilités. Moi, je suis un bon cobaye parce que, étant convaincu d'avance, j'avais pas envie d'aimer. C'est-à-dire, si on me fait le catéchisme de gauche et ça voilà, le m'intéresse. Côté œcuménique du cinéma de Ken Loach. Oui, c'est-à-dire le côté, et puis en plus, vraiment manichéen, etc. Donc, bon, ça me gonflait un peu d'avance. Et en plus, il avait une assez mauvaise réputation. Enfin, de Cannes, beaucoup de critiques. Oh, ça va, c'est bon. Effectivement, tu as dans cette impression. La Palme d'Or a joué aussi, peut-être. Comment ? La Palme d'Or a joué. Oui, sans doute. Bah oui, ça, d'autant plus. Et on a l'impression d'avoir déjà vu le film quand on voit la bande-annonce. Nenni. Je me suis fait eu par le film parce que bien sûr il y a des aspects cousus de fil blanc du scénario, c'est-à-dire qu'il y a entre une scène et l'autre effectivement, ah oui, ils se rencontrent dans le pôle emploi, ah machin, bon. On voit les coutures. Oui, il veut tellement nous convaincre qu'il en rajoute un poil dans le mélo un peu hardcore. Quand on rentre dans le nouvel appartement de la jeune femme avec ses enfants, on croise un chien à trois pattes. Bon, c'est vraiment, il en rajoute un peu à la louche. Bon. Néanmoins, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien joué. L'acteur principal est formidable. Il a une tessiture, il a un éventail d'expressions dans son jeu, et en même temps un côté prolo extrêmement crédible. C'est assez remarquable, c'est assez unique. Et franchement, c'est-à-dire qu'en même temps, c'est très curieux parce que ce qu'on voit, c'est aujourd'hui, et en même temps, on dirait une dystopie kafkaïo, orwellienne, bizarre, c'est-à-dire un monde de fous.
C'est-à-dire que c'est un peu, tu sais, la maison de foot dans le dessin animé Les 12 travaux d'Astérix. Tu t'es marteau. Avec ses protocoles informatiques et administratifs. Le formulaire machin. Alors oui, mais vous comprenez, moi j'y comprends rien aux ordinateurs. Ah bah à ce moment-là, il faut que vous appeliez le numéro spécial pour les dyslexiques. Et d'ailleurs, il est disponible sur Internet. Voilà. Donc, et en même temps, on y croit parce qu'on a tous été confrontés à des trucs un peu ubuesques, un peu complètement tartignoles, etc. Là où il force un peu, c'est que quasiment tous ces interlocuteurs, à une exception près, c'est des gros cons. Bon, alors, ça existe. Là, c'est un peu cumulatif. Bon, mais à côté de ça, c'est-à-dire face à cette espèce de dystopie affreuse, il oppose cette common decency orwellienne, justement, et qui réchauffe, c'est-à-dire la solidarité, la bienveillance, la bonté simple. N'hésite pas, franchement, si t'as un problème, vraiment, et on y croit. C'est-à-dire que même tout ce qui est un peu téléphoné, tout ce qui est un peu too much, etc. Des nouvelles de ses voisins, de ses amis, voilà. On va les aider à faire des petits travaux chez eux. Ouais. Et le mec, avec pas grand-chose, il redonne de l'espoir à cette nana, il redonne une figure comme ça, masculine, paternelle et tout, au petit gamin qui est un peu borderline, limite. Bon, moi j'ai chialé quasiment pendant tout le film, ce qui m'est pas arrivé depuis fort longtemps. Il y a vraiment une chaleur humaine, c'est pas du chiquet, c'est pas faux. Tu vois? Donc moi je comprends tout à fait que ça a été une palme d'or, je comprends que ça puisse irriter, mais moi je le recommande. Alors, êtes-vous séduit ou plutôt irrité? Gilles, Julie? Moi je suis plus que séduit. J'ai trouvé... D'abord, c'est vrai qu'il a un côté roublard, mais sinon on a un pamphlet, on n'a pas un film, et ça devient inécoutable, sauf si on est du même côté politique. Là, ce côté roublard, par le sentiment, fait passer l'ensemble du message qui est en dessous. Mais moi, je raisonne autrement. Je veux dire, aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce réalisateur, et je me dis, le jour où il sera plus là, qui parlera pour les gens qu'il met à l'image? Qui parlera pour les pauvres? Mais la question, c'est aussi à qui s'adressent les films de Ken Loach. On pourrait être amené à penser aussi que Ken Loach ne convainc peut-être pas grand monde et qu'il s'adresse avant tout à des gens qui sont au préalable acquis à sa cause. Oui, mais quand il sera plus là, même ces gens-là n'auront plus personne pour porter leur voix. Et ça, faut pas l'oublier. Ne nous plaignons pas de notre richesse, si j'ose dire, avec cet homme-là. Et il y a quelque chose qui est très drôle. On nous avait vendu l'informatique en disant ça va tout arranger. Ouais. Et ce film démontre que ça n'arrange rien du tout. J'ai connu une époque où si on avait perdu ses papiers, on allait dans un commissariat, on arrivait, on disait j'ai perdu mes papiers. Il n'y a pas de problème, vous avez une carte d'identité. Et ça se passait comme ça. Donc c'était le chien qui se mordait la queue. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Si l'informatique ne marche pas, c'est pas grave. Allez sur Internet, comme l'a dit Gaël. Et on vous démontre ça. Alors quand vous avez 20 ans, vous pouvez à la limite jongler. Mais quand vous avez 60 ans, comme le personnage qui est représenté, c'est un drame. Aujourd'hui, vous pouvez plus faire de papier officiel si vous n'avez pas Internet. C'est-à-dire qu'en même temps, l'État fait des économies tout en vous faisant quand même payer des taxes. Et si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est quand même là-dessus qu'il met le doigt. Et il n'y en a pas beaucoup qui sonne l'alarme comme il le fait. Alors, après, on peut trouver qu'il y a des excès. Moi, je trouve que c'est formidable. Par exemple, dans ce film, il y a l'histoire d'amitié qui se crée, mais il ne va pas jusqu'à aller à une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'il sait jusqu'où il peut se permettre d'aller. C'est là où je dis il est roulard, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire il utilise les émotions pour faire passer son message, mais c'est aussi ça le cinéma. C'est susciter des sentiments, une émotion, pour donner envie de faire passer le fond. Et lui, le bonheur, c'est qu'il y a du fond. Voilà. Et c'est éminemment moderne. C'est le monde d'aujourd'hui confronté à l'informatique. Et la ruse de l'administration quand même pour culpabiliser ceux qui sont dans le besoin. Parce que la roublardise, le film le démontre assez joliment, est aussi et surtout du côté de l'administration et des structures étatiques. Et même en France, combien de gens vont vous dire mais s'il n'a pas de boulot, c'est de sa faute. Mais c'est quand même honteux d'entendre des choses comme ça, de culpabiliser ceux qui sont dans le besoin. Et c'est ce que démontre ce film. Eh bien, merci Ken Loach, qui continue de refaire le même film, si ce même film défend toujours ces gens qui en ont besoin et qui n'auront plus beaucoup de gens pour les défendre bientôt. Merci Gilles, nous avons un début de programme pour 2017. Julie, est-ce que tu y souscris à ce programme? Oui, alors j'ai beaucoup apprécié le film aussi. J'ai peut-être un peu plus de réserve parce que je le trouve assez classique et ayant revu récemment Family Life et Cathy Come Home qui sont beaucoup plus inventifs au niveau de la forme, plus surprenants. Celui-là, je le trouvais plus sage.
Mais après, j'ai quand même passé un bon moment. Je ne sais pas si c'est très adapté pour ce genre de film, parce que bon, j'aime bien les misères des gens. En sortant, j'étais quand même assez démoralisée en me disant que c'est quand même pas tellement un monde dans lequel on a envie de vivre. Enfin bon, on le savait déjà. Oui. Mais oui, donc effectivement, ça peut être le problème. Oui, je pense pas que ceux qui iront voir ce film, ça va prêcher des convertis, quoi. Ils seront déjà d'accord avec le film probablement. Mais bon, je pense que c'est quand même un très bon film, et effectivement les acteurs sont formidables. Et c'est très fort. Un dernier mot, Gaël. Ouais, en fait, une épiphanie, tout d'un coup. Ça fait du bien de caser ce mot dans... Ouais. Si tu veux, en fait, c'est un peu comme la lecture de Céline, par exemple, où il y en a, ça va les déprimer. C'est horrible, c'est affreux, la nature humaine, c'est dégueu, etc. Mais en même temps, tu te dis, c'est tellement ça. Il dit tellement bien ce que j'aurais aimé. Voilà un compagnon. Bon, après, on pense ce qu'on veut du mec. Je parle de l'auteur, je parle de l'artiste. Qui est plus... Bon. Aucune comparaison sur le fond entre la biographie de Ken Loach et celle de Céline. Pas du tout. Mais pareil, Ken Loach, on peut ressentir, entre guillemets, une espèce de joie de se dire, ah ouais, lui, il voit, il dit tout haut, il montre mieux que je ne saurais dire, et j'ai un compagnon à ce moment-là. Il y a peut-être cette joie-là qui sublime le côté, effectivement, un peu dépressogène, forcément, de voir cette réalité, quoi. Nous vous donnons donc rendez-vous une nouvelle fois en salle. Le film, vous pouvez le voir depuis le 26 octobre. Et nous passons sans transition une nouvelle fois à un film français, contemporain, honneur décidément à la sélection de l'Acide, l'une des compétitions parallèles du Festival de Cannes, puisque nous en venons maintenant à Willy Ier. Projet singulier s'il en est, puisqu'il est l'œuvre de 4 cinéastes, tous issus de la première promotion de l'école de la Cité du cinéma de Luc Besson. Il s'appelle donc Ludovic Boukarma, Zoran Boukarma, Marielle Gauthier et Hugo Thomas. Messieurs, je vous le demande. Je connais la réponse. Messieurs, dames, pardon. Oh, le goujat. Pardon. Toutes mes excuses. Je rectifie, messieurs. Mademoiselle, si ça ne fait pas trop ancien temps à ton goût. Je vous le demande, mais même si je connais la réponse ayant vu le film, est-ce que c'est l'histoire d'un tueur en série qui trouve une prostituée dans le coffre de sa voiture? Est-ce l'histoire d'un chauffeur de taxi pris en chasse par un espion cybernétique? Est-ce l'une de ces choses à laquelle on est en droit de s'attendre venant non pas d'une production Luc Besson, mais... Alors, pas du tout. Merci Julie. C'est un film assez surprenant, et c'est une très bonne surprise. Enfin, c'est l'histoire d'un homme qui a une 50aine d'années et qui a toujours vécu chez ses parents, qui a apparemment une sorte de handicap, de léger handicap mental, et qui a du mal à être autonome. Et suite au suicide de son frère jumeau, qui décide de vivre sa propre vie et de se trouver tout simplement un travail, des amis, d'avoir une mobilette, un scooter. Un scooter, pardon. Comme il dit lui-même, un scooter, j'en aurais un. Oui. Et c'est à la fois féroce et tendre, et c'est très fort, je trouve. Il y a une scène, par exemple, juste après la mort du frère jumeau, où il y a un diaporama qui est montré, qu'il y a un diaporama hyper ringard de photos du défunt, mais avec des images très kitsch et des phrases bourrées de fautes d'orthographe très sentimentales, comme on peut en voir sur internet. Et c'est super poignant comme scène. Et puis il y a une musique de variété qui passe là-dessus, et après il y a une sorte de contre-champ sur la famille qui regarde ça, et c'est très fort et très très étonnant. Et le personnage principal est aussi le comédien est super aussi. Il est à la fois bienveillant et à la fois assez dérangeant, parce que c'est pas un ange, le mec. Il fait des trucs assez gênants parfois. Il a un ami homo qui défend pas du tout à un moment par rapport à un groupe qui lui casse la figure. Oui, qui lui casse la figure même. Mais il a ce côté simple d'esprit, et en même temps il se laisse pas faire. Il a quand même des réactions assez surprenantes. Donc voilà, c'est étonnant et c'est très fort. Alors, je vais user d'une formule réductrice. J'avais peur, avant de voir le film, je ne vous dis pas ce que j'en ai pensé pour l'instant, j'avais peur, avant de voir le film, de me retrouver face à une production grolandaise, si vous voyez ce que je veux dire. Gaël, est-ce que tu vois de quoi je veux parler? Je vois complètement, c'est exactement la crainte que j'ai eue, déjà tu vois en entendant un petit peu parler du film.
Et en le voyant, je me suis dit, oh purée, c'est la belgitude, funky, comme on a l'habitude de voir, ça me gonfle d'entrée. Heureusement, non. Il ne tombe jamais là-dedans. Il se rattrape toujours aux branches, par, je dirais, un certain réalisme, parce que l'écriture est assez juste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le gag pour le gag, on sent jamais ce truc-là, il n'y a pas des grosses facilités et tout, il y a des moments tout à fait truculents, tout à fait burlesques, mais ça n'exagère pas, ça tapine pas, tu vois ce que je veux dire. Le personnage qui s'est inspiré de sa vraie vie d'ailleurs. Hein. Voilà. Je sais pas, il a un recul. Je sais pas s'il a un talent un petit peu naturel ou s'il a beaucoup travaillé, s'il a déjà fait du théâtre, etc. Oui, il a fait du théâtre. Il a fait du théâtre. Il est assez exceptionnel hein. Et il ne se met pas en valeur. Je veux dire, il a des réactions, comme tu le disais, Julie, par rapport à son pote qui ne défend pas, mais par rapport à la curatrice, sa curatrice... Interprétée par Noémie Lvovsky. Qui est toujours très bien, comme toujours. Enfin voilà, je veux pas dévoiler, mais il y a quelque chose de, comme tu disais, Julie, gênant, mais vraiment, quand je dis gênant, c'est vraiment politiquement très, très incorrect. C'est-à-dire, voilà, c'est un truc humain, dans sa complexité. Et à la fin, il dit à Colbeck. Alors Colbeck, tu vois, c'est pour nous, c'est le bled. Pour nous, c'est le bled. Mais pour lui, c'est un bled un tout petit peu plus grand. J'allais dire le trou du cul du monde. Oui, un petit peu... c'est un bled. Alors je sais pas, c'est en Belgique ou alors dans le nord de la France. En Normandie. Excusez-moi, pardon. C'est en Normandie. Mais lui, c'est un bled un peu plus gros que son bled à lui, donc pour lui, c'est Paris, c'est New York. Voilà, à Colbeck, j'irai, un scooter, j'en aurai un, des copains, j'en aurai rien, un appartement, j'en aurai un, et je vous emmerde. Et le je vous emmerde, là encore, c'est pas du chiquet, c'est un vrai point tendu. Et quand on connaît un tout petit peu la situation des personnes handicapées, etc., qui ont toute leur tête, mais qu'on traite comme des enfants, même si c'est involontaire. Parce que c'est plus facile, parce que ça gagne du temps, etc. C'est un film qui triture un peu les boyaux quand même. Hein. Et c'est très étonnant là que ça soit justement que ça sorte de l'écurie Besson. Alors, franchement, c'est l'antithèse de ce qu'on n'aime pas chez Luc Besson. Enfin, ça sort de son école. J'ai fait une introduction un petit peu c'est dans la provocation. Mais bon. Non, mais c'est un bon cru quand même. Hein. Gilles. Oui, je voudrais rappeler ce qu'a dit Gaël. D'abord, c'est une histoire vraie. Ce type-là, à 50 ans, a vraiment recommencé sa vie en quittant ses parents et pour trouver son émancipation. Il l'avait fait tourner dans un court-métrage et quand ils ont eu à faire ce long-métrage, l'idée est venue de raconter sa vie. Il faut donc savoir ça. C'est pas un film tiré du néant où on invente un personnage. Et c'est en cela qu'il trouve toute sa puissance. Car l'histoire de ce film, c'est quand même l'histoire d'une émancipation qui est double et de montrer que n'importe qui a le droit d'être libre. Il doit s'émanciper de ses parents, même triple, de la société qui effectivement le considère comme un handicapé puisqu'il a une curatrice et donc il n'a aucune responsabilité, et du fantôme de son frère. Et c'est peut-être l'émancipation qui va être pour lui la plus difficile et que j'ai trouvé la plus belle parce que ça autorise des pages d'onirisme dans le film qui sont très réussies, qui auraient pu être complètement ridicules, ringardes, et qui là sont faits avec une humanité, une beauté qui sont formidables puisqu'ils en ont fait son frère jumeau, puisqu'il a vraiment eu un frère qui est mort dans la vie. Mais là, ils l'ont fait en même temps que lui. Et je trouve que ce regard qu'il pose, qui est à la fois bienveillant et sans concession, parce que comme l'ont dit Julie et Gaël, aussi bien ses amis vis-à-vis de lui que lui vis-à-vis d'eux, il n'y a pas de pitié. Et quand il faut être méchant, ils sont méchants. Quand ils se foutent de sa gueule, ils se foutent de sa gueule. Et inversement. Et je trouve que ça donne pas envie d'aller boire un coup au PMU du coin. Wow. Ah ça non. Pas avec la bande de motards là. Mais je trouve très très beau ce film qui dit mais tout le monde comment Warhol disait tout le monde a le droit à son quart d'heure de célébrité. Là le film dit tout le monde a le droit d'être libre et je trouve ça magnifique. Encore une fois, un beau programme pour 2017. Nous vous invitons à le découvrir en salle. Et je me permets de préciser, puisque nous parlions de l'acide, qu'un autre des films présentés au sein de cette sélection parallèle, cette année, Le Parc de Damien Ménivel, sortira en salle le 4 janvier prochain, et que c'est l'une des plus belles choses qu'il m'ait été donné de voir cette année. Nous y reviendrons très prochainement, c'est une promesse. Je vous propose à présent qu'on se retrouve après une pause musicale. J'ai voulu ici challenger Francis sur son propre terrain de prédilection, celui de la pop française mélancolique. C'était aussi une façon de rendre une forme d'hommage à Alain Finkielkraut. Pour paraphraser de mémoire et de façon très imprécise Léo Ferré, Alain, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid et surtout tais-toi.
vos yeux, dans vos âmes et vos bleus, la mélancolie française, des rois de France, des châteaux, de la résistance, de Victor Hugo. La mélancolie le château Margaux, l'Algérie, Brigitte Bardot. Du plein emploi, la France de papa, chez Gainsbourg ou chez Baudelaire. Retour sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Thomas Fouet au micro, en compagnie toujours de l'équipe des Fiches du cinéma, composée, comme on me l'a fait remarquer précédemment, de messieurs et de dames. À l'instant, nous écoutions donc La Mélancolie française de Lafayette, extrait de son premier album Les Dessous féminins, d'ores et déjà disponible. Et on en vient donc au moment que tout le monde nous envie, France Inter, RTL, RMC. J'ai nommé l'extrait mystère de Gaël Rère. Vincent Bolloré a bien essayé de débaucher Gaël, mais il vous est resté fidèle, chers auditeurs. J'en rappelle le principe, une nouvelle fois. Gaël, tu vas nous faire entendre l'extrait d'un film ressortant en salle ces jours-ci. Ouais. À nous et aux auditeurs, bien sûr, de tâcher de le reconnaître. Avant que l'on découvre l'extrait en question, je te pose la question habituelle. Est-ce que tu souhaites nous donner un indice ? Alors un indice, non, mais celui ou celle qui trouve le plus vite, laissez quelques secondes aux autres, parce que souvent vous trouvez tout de suite. Parce que nous sommes doués ? C'est vrai. Alors laissez un peu mijoter quelques secondes si vous trouvez. Peut-être vous trouverez tous en même temps. Et toutes. Eh bien, je vous propose donc que l'on écoute le fameux extrait mystère. Ça vient dans un instant, bien évidemment. Dépêchez-vous tout de suite! Go away, all of you! Don't you know trespassing the same as stealing? Oh, I'm sorry, monsieur. I am Madame Petralini. These children are in my circus.
children. They are monsters. Oh, your circus. I understand. So you see, monsieur, when I get a chance, I like to take them into the sunshine and let them play like children. That is what most of them are. Children. 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 Please, forget what was said, madame. You are welcome to remain. Au revoir. Come, Jean. 5,000, monsieur. 1,500. Oh, shame. Shame, shame. How many times have I told you not to be frightened? Bien, Gaël, je te propose d'animer les débats. Personnellement, j'ai un petit air familier dans la tête, mais je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait être précisément. Si j'ai l'impression de connaître, mais je sais pas. Je tu saurais pas identifier. Gilles? Non, du tout. Voilà. Ça se passe en France, il y a des enfants, évidemment. Alors, c'est pas un film français. C'est un film américain, notamment français. Voilà, ouais. Alors, il y en a qui ont un accent français, mais c'est vraiment marginal dans le film. C'est un film américain. C'est pas Fricks. Si. C'est Fricks. Alors, Fricks, Todd Browning. Ouais, chef-d'œuvre. Alors, je suis né pour parler de ce film. Que les choses soient claires. De toute évidence. Pour moi, il y a Fricks et le reste du monde. Avant que j'oublie, ça ressort le 23 novembre en copie restaurée. Faut y aller absolument. Fricks, pour moi, alors évidemment, j'ai pas vu tous les films, enfin, je suis sûr, c'est un des films les plus étonnants, les plus singuliers, les plus intéressants, probablement de l'histoire du cinéma. Pour moi, avec 2-3 autres films, genre Le voleur de bicyclette, ça justifie l'invention des frères Lumière. Clairement. C'est-à-dire que c'est exactement, enfin, selon moi, ce qu'est le cinéma, une vision du monde. Bon, on est dans un cirque ambulant, et il y a des monstres de cirque, voilà, les monstres de foire. Si ce n'est que là, alors le film a été tourné en 1931, sorti en 1932, si je ne dis pas de bêtises. Et Todd Browning, alors au début, il devait faire Arsène Lupin. Alors le studio voulait qu'il fasse Arsène Lupin. Alors finalement, lui, ça va pas brancher, pas du tout. Et son copain Harry Earls, qui est un acteur nain, tout petit monsieur, avec qui il avait tourné le Club des Trois, je crois, The Unholy Tree, avec notamment Lon Chaney, dont je reparlerai sûrement tout à l'heure. Harry Earls, donc ce petit bonhomme, c'est un peu condescendant du petit bonhomme, je me rends compte. Bon, il avait lu, rien n'a changé. Il avait lu cette nouvelle qui s'appelait Spurs, les éperons, sur une histoire absolument terrible avec, comme on disait à l'époque, comme on peut dire encore aujourd'hui, des monstres de foire. Ça a fait son chemin dans l'esprit de Todd Browning, qui est fort connu pour avoir fait des films, je veux dire, extrêmement macabres, dérangeants, suintants, inquiétants, etc., avec humaniste, mais en même temps très cruel aussi. Et Todd Browning a dit, banco, c'est ça que je veux faire, c'est pas Arsène Lupin, que ça m'emmerde les trucs, bon, en costume, etc. Et Irving Thalberg, immense producteur, dit banco. Et il va le soutenir jusqu'au bout, malgré les difficultés qu'a rencontré la production, parce que ça convoquait pas tout le monde. Alors Irving Thalberg, il dit il convoque les scénaristes qui avaient choisi Todd Browning, et il dit adaptez-moi ça, et vous faites le truc vraiment le plus horrible qu'on peut imaginer. Paf, ils remettent leur copie, ils s'effondrent et disent j'ai voulu de l'horreur, j'en ai eu. Donc ils ont fait venir un autre scénariste pour mettre des scènes un petit peu humoristiques, un peu comiques, etc. Ça donne une espèce de mélange. Écoutez, comme on retrouve finalement qu'aujourd'hui, dans certains films coréens, c'est-à-dire une espèce de mélange des genres, absolument qui coule de source, mais qui en même temps sur le papier est improbable. C'est un film d'horreur, c'est un film d'amour, c'est un film comique, c'est un film d'auteur, c'est un film sur le monde du cirque. Dieu sait si c'est un univers cinégénique. Le tournage a été compliqué parce que la plupart des acteurs et des techniciens ne voulaient pas manger avec les phénomènes de foire, donc il a fallu construire mettre un petit bâtiment supplémentaire pour qu'ils mangent. Il y avait que les deux nains, Harry Earls et sa sœur,
qui joue sa copine dans le film, et les deux sœurs Daisy et Violette, les sœurs siamoises, qui étaient fort connues, qui avaient le droit, parce que à forme plus anthropoïde, j'ai envie de dire, qui avaient le droit de manger avec les autres. Un jour, anthropoïde, c'est-à-dire qu'il y a la forme humaine, hein, bon voilà. Non, parce que ouais, exactement. Un jour, Francis Scott Fitzgerald, que tu as bien connu, bien sûr, j'ai des souvenirs Thomas, de soirée, qui à l'époque, le pauvre était en train de cachetonner là pour les studios, etc. Un jour, il passe voir un copain, il va manger donc à la cafette, machin, et il y a Daisy et Violette, les sœurs siamoises, qui s'assoient, et là, la légende veut qu'il se soit enfui en courant, il a eu un malaise, etc. Pas possible, etc. Bon, c'est un immense film sur la marginalité, la différence, la solidarité, la méchanceté, la cruauté. Il montre les monstres, c'est-à-dire les handicapés, c'est-à-dire nous-mêmes, une version alternative de nous-mêmes, assez peu différente de nous, mais avec voilà, le mec qui a pas de bras, pas de jambes, etc. Par exemple, qui à un moment donné, c'est le prince Randian, c'est son nom de scène, donc homme tronc. Alors il rampe comme ça, puis à un moment donné, il s'allume une clope. Enfin, je veux dire, c'est indescriptible, c'est indescriptible. Et alors, en plus, enfin, c'était tous des vedettes, c'était les plus grands monstres de foire de l'époque. Ils avaient tous d'ailleurs un ego surdimensionné. Ils étaient beaucoup plus solidaires dans l'histoire du film que dans la réalité. Ça fourmille de scènes, il y a quasiment, on a envie de tout citer, ça fourmille de scènes d'anthologie, c'est d'une intelligence de mise en scène, je l'ai vu à peu près 450 fois, il y a que maintenant que je commence à voir l'intelligence, la précision de la mise en scène. Je sais pas quoi vous dire, voir ça et mourir, c'est tout. Allez-y, ça ressort le 23 novembre. Je sais plus quoi dire. Si, je vais vous dire une dernière chose avant que Thomas m'étrangle. Je vais vous citer en 1932 une journaliste qui s'appelait Elinor Hughes, qu'on se souvienne de ce nom, et elle avait écrit dans le Boston Herald: Todd Browning peut maintenant se retirer en paix, satisfait d'avoir réalisé le fin du fin dans l'horreur. Quant à ceux qui apprécient les pitoyables et grotesques erreurs de la nature, ils peuvent les contempler dans Freaks. Ce genre de choses, une fois qu'on l'a vu, se tapit dans les recoins obscurs de l'esprit pour ressurgir de temps à autre avec une persistance affreuse. L'intrigue d'une cruauté sadique à des relents pervers. Si avec ça, vous n'allez pas voir le film. Gilles, tu voulais ajouter une petite précision? Juste pour dire que je soutiens complètement ce que vient de dire Gaël, j'ai même honte de ne pas avoir reconnu ce film qui est sublimissime. Deux petites choses. Il ne faut pas oublier qu'il a été créé en effet pendant la crise économique, et donc les monstres ne sont pas peut-être ceux que l'on croit, puisque c'est aussi une histoire de manipulation amoureuse. C'est exactement comme les banques aiment à séduire les gens pour mieux après les détruire. Je voulais dire aussi que Irving Thalberg, dont tu as parlé, si je ne me trompe pas, c'est grâce à lui qu'on a les meilleurs films des Marx Brothers, c'est lui qui les a soutenus, et surtout qu'il y a eu une série de HBO qui est sortie il n'y a pas longtemps qui s'appelait American Horror Show, et la 5e saison rend un hommage précisément à Freaks, puisque ça se passe dans un cirque avec exactement les mêmes personnages à notre époque. Et c'est bien sûr moins bon que Freaks, mais c'est un hommage qui est magnifique. On vous invite donc à découvrir en salle pour la première fois, et non pas pour la 450e fois comme Galère ici présent, Freaks de Todd Browning. Et on en revient désormais à l'actualité des sorties, des nouveautés en salle, avec le nouveau film de Todd Solondz, le Teckel, passant d'un maître à l'autre, transbahuté à travers le pays. Un Teckel sert de lien au cinéaste, pareil au réalisateur de Bienvenue dans l'âge ingrat et Happiness notamment, pour enchaîner les vignettes et dresser le tableau d'une Amérique un peu déprimante et franchement névrotique. C'est avec notamment Greta Gerwig, Julie Delpy et Danny DeVito, et c'est en salle depuis le 19 octobre. Oui, c'est un film donc qui est fait en 4 chapitres, séparés par un entracte, qui pose problème visiblement à beaucoup de ceux qui l'ont vu, que moi j'ai personnellement beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire d'un chien. Les 2 premières parties, il est au centre des 2 histoires, puisque c'est autour de lui que vont s'articuler les destinées des personnages. D'abord dans une famille où la mère, enfin bon, il faut le voir, où il y a un regard très vitriolant de la famille américaine. La deuxième se passe dans une famille trisomique, où là aussi c'est le chien qui est vraiment l'animal transitionnel, je ne me trompe pas. C'est-à-dire que c'est autour de son affection et de sa réalité que les gens gardent un minimum d'humanité. Il y a cet entracte où il va traverser les États-Unis, et à partir de là, il arrive dans des univers urbains et non plus en ville.
urbaine, non plus à la campagne, Oui. où l'animal n'a plus aucune raison d'être. Et donc, c'est à travers son regard et son existence qu'on va découvrir des humains qui se servent de lui simplement comme un objet et non plus comme un animal, et séparé par l'entraille. C'est ça que j'ai aimé. C'est-à-dire que c'est désarçonnant. C'est souvent d'ailleurs ce qui fait ce film crée des critiques, c'est que la deuxième partie, on comprend pas très bien à quoi il sert, sauf que justement, il ne sert à rien. C'est ce que démontre, je pense, le réalisateur. Ouais. Il n'est là que comme un alibi pour aider les autres à exister, jusqu'au moment où, et c'est là où je pense que c'est voulu, il termine de façon très originale dans une exposition, je n'en dirai pas plus, où là, tout est dit de ce que l'Amérique peut penser, de ce qui ne lui est pas utile et qui a pu l'être auparavant. Donc c'est comment un animal qui au départ est aimé finit par n'être qu'un objet pour le narcissisme de ceux qui en font de la consommation pure et simple. Moi, c'est comme ça que j'ai vu le film, c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé, et c'est sans concession sur les Américains. Gaël, je crois que tu étais un tout petit peu plus réservé. Oui, alors, mais bon, en écoutant Gilles, on a envie d'aimer. C'est-à-dire que c'est pas faux, tout ce que dit Gilles, effectivement, c'est juste. Disons que mon petit souci avec Todd Solondz, c'est... Mais alors, c'est un non-argument ce que je vais dire. Il fait tout le temps le même film. Voilà. Bon, tous les cinéastes que j'adore, ils font le même film. Bon, et ben pourtant, lui, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a un manque d'épaisseur, il y a un manque de complexité. Maintenant, ça s'inscrit dans une esthétique, c'est-à-dire que il y a un jeu qui est un peu un jeu blanc, un jeu un peu froid, un peu glacial. Ça s'inscrit dans des volumes, beaucoup de cubes, des espèces de pastels. Là encore, vraiment extrêmement froide, et les personnages, vraiment, il y a les stalactites qui leur tombent du nez, tellement c'est vraiment ils sont innommables comme des portes de prison autrichiennes. C'est une espèce de recueil de nouvelles qui je sais pas pourquoi, ça m'a fait un tout petit peu penser à Shortcut, c'est-à-dire ce ton de Carver, mais alors avec beaucoup moins je dirais de bienveillance, ou en tout cas, bon, il y a quand même une des histoires avec Greta Gerwig, et notamment ce couple étonnant, le mari et la femme sont trisomiques, et il y a une fin que évidemment je révélerai pas, qui est assez étonnante pour Todd Solondz. C'est bon, mais j'aimerais la dire, mais évidemment je la dirai pas. Sinon, nous t'appellerions Pierre Murat du Masque et la Plume. Ah, le vilain. Ouais, donc moi j'aurais aimé, bêtement, je sais pas, que le chien soit un peu plus central, notamment dans la deuxième partie. Tu aurais aimé en savoir un peu plus sur la psychologie de ce chien. Exactement, son contexte socioculturel, son habitus canin, enfin toutes ces choses-là. Il y a un moment très joli notamment dans l'histoire avec Ellen Burstyn. Alors il l'a fait jouer en plus avec des lunettes énormes, on voit pas ses yeux, c'est quand même vache de lui avoir fait ça. Bon, elle est formidable. Et il y a une scène avec sa fille qui, alors vraiment, t'as l'impression, Ellen Burstyn, quand elle parle, t'as l'impression qu'elle lui décoche des flèches d'arbalète dans la tronche, ou qu'elle la plante comme une poupée vaudou, etc. Et il y a un moment de tendresse, comme ça on est chopé, on est cueilli, qui est très étonnant. Mais justement, parce que le reste est vraiment très glacial. Alors, je trouve que c'est-à-dire que je trouve qu'il tire un peu sur d'une ambulance, dans le sens où l'American Way of Life, qui en veut de nos jours. Voilà, je trouve qu'il est un peu obsessionnel là-dessus. Maintenant, c'est quand même... C'est plus qu'honorable, ça mérite le détour quand même. On vous recommande donc d'aller vous faire votre propre avis en salle. C'est possible depuis le 19 octobre. Et je vous propose, je vous impose, j'allais dire, c'est pas comme ça, je vous propose maintenant qu'on se retrouve après une nouvelle pause musicale.
retour sur Radio Liberté à la radio de la Fédération anarchiste 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Thomas Fou au micro en compagnie toujours de l'équipe du cinéma. Nous avons eu un léger souci technique et Francis Gavel, chevaleresque, a volé à notre secours et nous a offert cette petite programmation musicale que vous n'aurez pas manqué de reconnaître. Souhaites-tu nous en dire un mot, Francis ? Je vais vous en dire un petit mot. Donc vous aurez reconnu, je pense, le générique de Mission Impossible, générique donc on doit à Lalo Schifrin, auquel on doit aussi d'autres génériques télé comme Manix, et puis aussi donc des musiques de films, Dirty Harry, Bullet. Et finalement, pourquoi cette programmation, pourquoi cet album était dans le studio ? Parce que dans la fameuse collection Écoutez le cinéma de Stéphane Le Rouge, est paru hier un coffret 5 CD où on peut découvrir finalement une majeure partie des compositions de Lalo Schifrin. Lalo Schifrin en plus qui sera à l'honneur au mois de novembre, puisque d'une part, alors il y aura un hommage qui lui sera rendu au festival Musique et Cinéma de La Baule. Si vous voulez aller à La Baule, c'est le moment d'y aller pour une bonne raison, enfin. Et puis la Cinémathèque française lui rendra également hommage. Donc voilà, c'était cette petite mission impossible qui nous a permis de montrer qu'à Radio Libertaire, dès qu'il y a un problème technique, on sait le résoudre, rien n'est impossible. Mais parce qu'on fonctionne beaucoup sur l'entraide, comme les personnages de Ken Loach. Merci beaucoup, Francis. Ils vont être contents, les habitants de La Baule. Gaël, sans transition, et pour conclure, nous en venons au film de Wang Bing. Probablement, ça n'engage que moi évidemment, mais je pense que tu ne me démentiras pas, l'un des plus grands cinéastes en activité, et qui, dans ce nouveau documentaire, s'est intéressé au sort des Tahang. J'espère que je le prononce convenablement. Minorité ethnique birmane, réfugiée en Chine, si je ne m'abuse. Oui. Le film est en salle depuis ce mercredi 26 octobre. Gaël, malgré l'amour que tu portes à Wang Bing, qui est partagé par moi donc, il me semble que ces derniers temps, ton enthousiasme à son égard s'est quelque peu tempéré, si je ne m'abuse, depuis À la folie, son précédent film. Ouais, c'est-à-dire que pour avoir découvert Wang Bing avec Les Trois Sœurs du Yunnan, pour moi c'est un Everest cinématographique, c'est bon. Alors pourquoi faut-il aller voir ? Alors, néanmoins, pourquoi il faut aller voir Tahang ? Premièrement, parce qu'il montre quelque chose qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire la situation, la vie quotidienne des personnes réfugiées dans la durée. C'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire. Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça. Ils sont sur la route. Alors, ils sont où les autres ? Mais ils reviennent ? Mais le campement, on le fait là ou pas ? Oui, mais il y a les bombardements qui arrivent. Oui, mais peut-être, mais si on trouve pas un autre bon endroit pour le campement, c'est le bazar. C'est l'aspect chaotique. On a toujours l'impression, je sais pas, quand tu vois les infos, les trucs de réfugiés, on voit le campement déjà fait. Là, on voit qu'on va choisir où est-ce qu'on va camper. On voit qu'on lave les trucs dans une espèce de petit ruisseau. On voit les adultes qui sont prêts à se taper parce que ah oui mais il faut que ça tienne, ça va se casser la gueule, mais t'es conne ou quoi, etc. La première scène est assez violente. Et à côté de ça, l'insouciance des petits enfants qui qui arrivent à tirer parti, qui jouent avec des cailloux, donc il a pas pu, pour des raisons, parce que c'est sans doute un des terrains les plus dangereux qu'il a jamais filmé. Il y a des bandes, le conflit birman est extrêmement complexe, il est un problème religieux, interethnique, et il y a un problème d'alliance, enfin j'espère que je risque rien à dire ça, entre le gouvernement et les narcotrafiquants, et notamment... Depuis Paris, a priori, ça va. Voilà. Et notamment les Tahang, enfin en tout cas l'armée Tahang lutte contre les narcotrafiquants, j'ai lu ça sur Wikipédia, je suis pas géopolitologue non plus. Il y a le fait qu'il n'a pas pu suivre des héros ou des héroïnes du début à la fin. Donc il y a un côté, première partie, deuxième partie, il n'y a pas ce phénomène de récit que tu as dans La Folie, parce que tu suis certains personnages, que tu as dans Les Trois Sœurs du Yunnan, parce que il y a ces trois personnages principaux. Petite réserve à l'égard du film. Ma petite réserve, elle est là. C'est-à-dire que Wang Bing, même si je ne pense pas qu'il cherche à épuiser le regard du spectateur, c'est absolument pas son but. Le problème, voilà, si on est un tout petit peu fatigué, l'attention a du mal des fois à tenir sur 3 heures, enfin je sais plus 2 heures et demie, sans cet effet de récit. Juste, je voudrais terminer. On retrouve ce talent, ce génie de Wang Bing pour tourner dans des conditions complètement improbables et faire des images
sublissime. C'est-à-dire qu'il y a des images nocturnes. Il n'a pas peur de l'obscurité. Des fois, on voit rien, des fois, on voit un peu. Ça évoque un petit peu le cinéma de Lav Diaz aussi, qui est un peu aussi quelqu'un qui sait faire, avec 3 francs 6 sous, des images sublimes, etc. Ça reste, voilà, il s'intéresse à un peuple dont tout le monde se fout. C'est du très grand cinéma, formellement. J'ai une toute petite réserve, mais enfin, on s'en tamponne, quoi. Très bien, vous êtes donc invité à aller découvrir le nouveau film de Wang Bing en salle depuis le mercredi 26 octobre. Et ça s'appelle, si donc je le prononce correctement, Tahong. Et je vous propose, pour finir cette émission, que l'on fasse une toute dernière pause musicale, en accord, si vous reconnaissez l'extrait, avec la programmation de Sing Street, et avec quelques-unes des premières pauses musicales de cette émission. Nous retournons donc, vous l'aurez compris, directement en 1985. We was born nice like soldiers.
retour sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, Thomas Fou au micro. Et à l'instant, nous écoutions donc Killing Joke, Love Like Blood, morceau de 1985, dernier hommage au film que nous avons évoqué tout à l'heure, Sing Street. Je me dois de préciser que c'est quand même autre chose que Duran Duran. Et c'est quand même autre chose que Genesis, évidemment. Sur ce, il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte, je crois que c'est l'expression d'usage. Je rends la parole à Francis Gavel en le remerciant une fois de plus pour son hospitalité. Eh ben, merci beaucoup Thomas, merci à vous quatre donc de cet horizon des sorties cinéma. Je pense qu'il y aura de quoi faire. Donc nous on va rester au Royaume-Uni, hein, puisque en début d'émission, donc ce qui est l'album du mois, on a écouté un extrait du deuxième album, pardon. On lui en souhaite un troisième, bien évidemment. Dana Lewis and the Affirmation. Donc, comme je le disais, hein, l'album qu'il faut écouter en ce moment, c'est un concentré de groove et de soul music, quelque part, j'ai envie de dire, entre Otis Redding et Amy Winehouse. On regrette que pour l'instant, bien évidemment, il n'y ait pas de date de concert en France. On espère que c'est quelque chose qui va évidemment se régler très prochainement. Donc vous êtes sur l'antenne de Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste 89.4. C'était longtemps je me suis couché de bonne heure, une émission proposée par Francis Gavel, présentée par Thomas Fouet et Francis Gavel, et réalisée ce soir par Francis Gavel. On l'aura beaucoup entendu finalement celui-là. Bon, eh ben on va entendre quelqu'un qui en vaut la peine par contre. Donc Anna Lewis et le groupe The Affirmation. On a écouté en entrée quelque chose de soul vraiment énergique. Là on va être dans une balade sentimentale, amoureuse qui va nous tuer la tête pour finir la soirée, mais c'est pas grave, on est courageux et de toute façon on reste à l'antenne de Radio Libertaire pour passer une très belle nuit de samedi. Bonne soirée à l'antenne de Radio Libertaire, merci encore à l'équipe des Fiches du Cinéma d'avoir été des nôtres ce soir comme à chaque émission, ouais, j'ai envie de dire. Et maintenant écoutons donc ce morceau qui est le morceau en fait qui donne son titre à l'album, donc Let Nice and Heartbreak. Why do I find it so hard to love you when I know in my heart that I want to? I've been putting you down when you aren't around. I'm letting you down every day. I've been messing around when you're out of town. Why do I keep on running away? I'm a part-time lover and I'm never there. I find it hard to believe you don't want it to end. I'll be changing my tune when you walk in the room. I'll be fixing the look on my face. I'm gonna get close to you, give my love into you, at least until you're going away. I know that I'm not good. I'm never gonna treat you like I should. I've heard that all of the boys think you're crazy. When I treat you so bad, why do you want me? I've heard that all of